Bonjour Francis Cousin. Bonjour. Alors aujourd'hui on se rencontre pour un événement assez particulier, donc c'est par rapport au décès d'Emmanuel Ratier. Donc vous le connaissiez personnellement et j'aurais aimé savoir en fait donc par rapport à tous les hommages qui lui ont été rendus en tant que journaliste. J'aimerais avoir votre ressenti par rapport à l'homme, par rapport à l'humain qu'était Emmanuel Ratier. D'accord. Effectivement, ça m'a profondément touché parce que c'est quelqu'un que je connaissais dans la longue durée. Je le connaissais depuis 20 ans. Je dirais que nous étions non pas des intimes, mais des proches. Et des proches durables. C'est-à-dire que dans la continuité, la relation non seulement s'est maintenue, mais c'est une relation qui s'est fertilisée d'un point de vue humain, d'un point de vue intellectuel et d'un point de vue historique. Je dirais que nous étions quelque part des camarades des antipodes. Pourquoi des camarades des antipodes? Parce que notre vécu et nos appartenances intellectuelles, politiques ou antipolitiques étaient clairement antinomiques au début. Emmanuel Ratier, dans les années 73-75, était dans une mouvance qui était proche du Parti des Forces Nouvelles. Et moi, dans les années 73-76, j'étais à mi-chemin du monde libertaire et des groupes conseillistes radicaux qui se battaient pour l'abolition du salariat et de l'État. Donc on était vraiment très 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 loin en matière de regard, de méthode et de trajectoire. Nous nous sommes rencontrés, je crois, en 95 ou 96, et nous nous sommes rencontrés à partir du livre. C'est un ami libraire que nous avions l'un et l'autre qui nous a fait nous rencontrer, et on a tout de suite sympathisé parce que justement nous n'étions pas réductibles au lieu d'où nous venions. Nous étions l'un et l'autre en mouvement de trajectoire, en dépassement d'instant, et nous n'étions pas des arrivés. J'ai souvent coutume, dans mes interventions philosophiques, à partir des présocratiques, de dire qu'il y a deux types d'hommes. Il y a les arrivés et il y a les devenants. Les arrivés sont des hommes qui se sont arrêtés dans une glaciation, dans une cristallisation, qui les a définitivement enfermés dans un regard clos au monde. Et les devenants sont des gens qui n'ont jamais fini d'apprendre parce qu'ils n'ont jamais fini de devenir. Et Emmanuel Ratier était de ces hommes. On a beaucoup parlé livres et on a beaucoup parlé librairie parce que j'étais à cette époque-là en reconversion sociale et j'avais eu des activités de libraire, non pas en tant que propriétaire, mais des activités de libraire en tant que gérant. Et j'avais une très grande librairie en région parisienne. Et Emmanuel Ratier avait déjà l'idée, lui, de créer une librairie. Et on s'est retrouvés dans cet esprit d'ouverture parce que nous considérions que le libraire n'est pas un flic, que le libraire n'est pas un inquisiteur, que le libraire est un ouvreur de chemin. Et moi, dans ma librairie, on trouvait Karl Marx et Charles Maurras, on trouvait Rosa Luxembourg et René Guénon. La librairie, dans mon vécu de libraire en termes historiques et en termes culturels, elle ratissait large à l'infini du monde, des interrogations, des questions et des cultures. Et Emmanuel Ratier était sur la même trajectoire. C'était un homme d'intelligence et d'ouverture, certes, il était dans une mouvance droitiste, clairement affirmée, mais ce n'était pas une mouvance droitiste où il s'était intégré pour devenir fou. C'était un homme qui était de grande fraternité, de grande ouverture, et qui ignorait la haine. Quand aujourd'hui vous allez dans sa librairie, je dis toujours sa librairie, c'est un lieu de rencontre au pluriel, d'intelligence, de courtoisie, je dirais même de fraternité humaine.
Et il a quelque part le même rapport au livre que ce rapport que moi j'avais dans ma librairie, où l'on trouvait tout sans exclusive. Je me rappelle par exemple du procès Touvier ou du procès Klaus Barbie. Je mettais en pile les deux thèses. La thèse de défense de Barbie, la thèse d'accusation de Barbie. Parce que le lecteur, l'humain en général, est un être d'ouverture, de compréhension et de véritable vivification intellectuelle. Le libraire n'est pas une courroie de transmission des censures étatiques ou para-étatiques. Le libraire est un lieu de passerelle pour ouvrir l'intelligence du monde. Est vrai ce qui est vérifié par le lecteur. Et ça nous renvoie d'ailleurs à Marx et au fameux texte de 1843 sur la censure. Il y a derrière chaque censure un interdit qui cache le faux. Toute censure cache le faux, dit Marx. Et Emmanuel Ratier, tout en venant d'un autre continent, était particulièrement imprégné de cette réalité. Ce qui fait que quand aujourd'hui vous allez dans sa librairie, c'est une librairie d'intelligence. C'est en ça que même s'il a eu des activités de journaliste, il a eu des activités d'homme ouvert, d'homme en éveil, d'homme de l'éveillance. Alors on n'était pas toujours d'accord, on s'est frictionné parce qu'il y avait effectivement ici ou là des désaccords, mais c'était toujours chaud, fertile, gentil, prévenant et bienveillant. Et quand vous allez aujourd'hui dans sa librairie, la fameuse librairie Facta, vous voyez des noirs, vous voyez des blancs, vous voyez des jaunes, vous voyez des rouges, vous voyez des bleus, vous voyez des gens qui viennent de la droite, vous voyez des gens qui viennent de la gauche, vous voyez des gens comme moi qui ne sont ni de droite ni de gauche et qui sont dans une radicalité de l'au-delà. Et on trouve dans sa librairie aussi bien du Maurice Bardèche que du Karl Marx. On trouve les textes de Dumézil sur les généalogies indo-européennes. On trouve les textes de Marx et de Engels qui critiquent la vision dumésilienne. Par exemple, le texte de Engels, l'origine de l'État et de la famille. Donc, c'est à rigoler de tristesse quand on voit que toute une presse parle d'une librairie d'extrême droite. Elle est d'extrême droite parce qu'elle est plurielle et qu'elle vend aussi de l'extrême droite. Et c'est une librairie plurielle d'intelligence où l'on trouve tout ce que l'on veut et où l'on trouve tout ce que l'on veut parce qu'on ne s'arrête pas à ce qui est stocké. Vous discutez avec le libraire vous fait des recherches et tout est trouvable dans tous les domaines de la réflexion humaine. Donc Emmanuel Ratier, c'était ça, c'est-à-dire un homme debout qui réfléchissait, qui considérait qu'on n'avait jamais fini d'apprendre et que la haine de l'adversaire est quelque chose d'impossible. Il me faisait penser, je parle souvent de Simone Veil, à cette ouverture d'esprit qui renvoie à Marx, quand moi je dis « je n'ai pas d'ennemi humain ». Je n'ai pas d'ennemi humain. J'ai certes un adversaire radical du point de vue de ma conscience subversive, c'est le monothéisme de la marchandise qui fait mourir l'humanité, mais je n'ai pas d'adversaire. Tout être humain, quelle que soit sa position, est un être humain que j'accueille, vers lequel je vais et avec qui je parle, pour faire avancer la véritable compréhension humaine, humaine. La compréhension humaine, elle est vraie, parce que c'est l'intelligence du cœur qui reçoit en l'autre toutes les lumières de l'autre pour avancer soi-même. Et quand je parlais d'Emmanuel Ratier, ou quand je parlais à Emmanuel Ratier, j'avais toujours ce souvenir de Simone Veil. Simone Veil, la grande Simone Veil, qui était au carrefour de Karl Marx et de Jésus-Christ. Simone Veil, dans les années 1930, participait à des conférences communistes internationales anti-bolcheviques qui dénonçaient le capitalisme d'État soviétique et qui prônaient la révolution sociale pour l'abolition de l'argent et de l'État. Elle était en 1937 à Barcelone avec les barricadiers de la grande commune de Barcelone. Elle était donc sur cette base-là. Mais au fil du temps, cette position ne l'a pas sclérosée. Elle est devenue la très très grande amie de Gustave Thiebaud, le philosophe chrétien traditionnel maurassien. Elle n'avait pas d'ennemis. Le cœur, la pensée, la conscience, c'est l'ouverture infinie à l'autre. Et Emmanuel Ratier, c'était cela. Quand Emmanuel Ratier était dans sa librairie, dès que quelqu'un passait et l'accrochait pour discuter, quelles que soient les positions de celui qui le faisait, il le faisait avec accueil, bienveillance et chaleur d'humanité.
Donc certes, il a, entre guillemets, une posture professionnelle de journaliste, mais il est bien au-delà de ça, l'homme des grandes ouvertures. Il m'a fait venir à Radio Courtoisie parce que nous avions eu de longues discussions sur Babeuf. Un jour, le milieu droitiste a découvert que Babeuf avait fait une critique radicale du populicide vendéen. Emmanuel Ratier ne s'est pas arrêté à cette vision étroite. Nous avons discuté de Babeuf, théoricien du communisme radical. Et il était très intéressé, peut-être même passionné, par le fait de comprendre pourquoi c'était précisément, non pas les nostalgistes vendéens et chouans qui avaient compris le populicide industriel, mais que c'était en quelque sorte un des jalons de la critique radicale qui allait vers Marx, qui avait le premier compris la mécanique industrielle du populicide vendéen, qu'il l'avait théorisé et qu'il l'avait poussé en termes d'analyse jusqu'à la perfection. Donc, c'était l'homme des grandes ouvertures. Quand il rencontrait quelque chose qui poussait à la remise en cause, de sa propre histoire, il n'hésitait pas. Entre la cristallisation sécurisante de la position qui avait pu être la sienne et l'ouverture d'esprit qui pouvait déstabiliser, mais qui produisait saut qualitatif vers quelque chose de plus puissant, de plus clair et de plus distinct, il choisissait toujours la solution de l'avancée. Et c'est à ce niveau-là que nous avons une grande perte. Une grande perte qui n'est donc pas simplement professionnelle ou journalistique, mais humaine, parce que c'est l'homme de l'éveil. Marx et Rosa Luxembourg parlaient des sentinelles. On pourrait dire qu'il est une des sentinelles de la conscience critique. Je prends un exemple très simple qui montre à quel point il allait bien au-delà du milieu dont il était issu et du journalisme qui y travaille. Quand il y a eu les attentats du 11 septembre, quand il y a eu l'affaire Mera, quand il y a eu l'affaire Koulibaly, là on a l'affaire du Thalys. C'était l'homme de l'intelligence critique, il n'était pas marxien, il n'était pas hegelien, mais il appliquait scrupuleusement le devenir méthodologique de la critique radicale. La vérité est toujours en négatif des apparences. Il a été un des rares, au moment du 11 septembre, à comprendre que la vulgate officielle qui avait été mise en marche par le gouvernement du spectacle mondial n'était pas la vérité, mais un écran de fumée. Il a compris pour l'affaire Mera, pour l'affaire Koulibaly, pour l'affaire Charlie Hebdo, que les choses étaient beaucoup plus compliquées que cela. Et aujourd'hui, où on a l'affaire mirifique du Thalys, il va effectivement notablement nous manquer, parce que dans des mouvances droitistes qui vont effectivement dupliquer le discours du gouvernement du spectacle mondial sur le chaos des civilisations, mélangeant la problématique de l'immigration avec le problème du terrorisme, rentrer de plein pied dans les pièges d'embrigadement qui nous sont mis en marche pour que nous ne voyions pas la réalité et que nous tombions dans les pièges du fétichisme de la marchandise et de sa tyrannie médiatique, Emmanuel Ratier, dans sa feuille, comme il l'a fait à chaque fois, de manière précise, de manière claire, comme par exemple quand nous reprenons les déclarations du général Desportes, auditionné à la commission du Sénat, qui, corroborant les déclarations d'officiels américains, disait « Mais Daesh, c'est la CIA ». Les travaux d'Emmanuel Ratier, c'était bien évidemment de montrer que derrière les filières du djihadisme, il y avait effectivement des services, il y avait des manipulations. On a eu de très très longues discussions sur le situationnisme, sur les commentaires sur la société du spectacle, sur tout le travail que Debord avait fait pour montrer que le terrorisme est une industrie universelle du chaos de la marchandise dans sa crise contemporaine. Emmanuel Ratier était un homme d'ouverture qui sans arrêt se dépassait, qui sans arrêt comprenait, qui sans arrêt avançait et qui sans arrêt allait bien au-delà de ce qu'est le journalisme. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental, et c'est quelque chose de fondamental qui tient à son humanité. C'était pas quelqu'un qui faisait de la documentation pour produire effectivement du simple contre-médiatique. C'était quelqu'un qui, par sa richesse, par son creusement, par ses investigations, posait déjà des jalons de clarification géopolitique, voire même philosophique. Et au niveau humain du quotidien,
c'était quelqu'un de rieur et de calme, c'était quelqu'un de paisible et de solide, c'était quelqu'un de fort et d'humoristique. Un repas avec Emmanuel, c'était calme, ça ne criait pas. On savourait les plats, on savourait l'atmosphère, on savourait la vie, on aimait le soleil, on aimait les êtres que l'on aime, on pensait à des tas de choses, on avançait dans une véritable joie. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est quelque chose de très dur, parce que pendant 20 ans, même si je le répète, je n'étais pas un intime, c'était quelqu'un avec qui j'avais une permanence de saveur, d'éveil et d'intelligence. Donc, de ce point de vue-là, au-delà des désaccords que nous avions et sur lesquels nous nous agrippions parfois avec une grande gentillesse, je peux dire j'ai perdu un camarade des antipodes, mais un vrai compagnon.